Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Food, votre rendez-vous autour de la transition alimentaire. Enjeux, tendances, innovation, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle tous les week-ends sur Bismart, avec mes invités bien sûr, et un menu renouvelé chaque semaine. Aujourd'hui, dans notre rubrique à la carte, rencontre avec Alain Bauer. Beaucoup l'ignorent, mais le célèbre criminologue est aussi un gastronome critique et passionné. Alain Bauer qui signe un livre hors norme, fruit de sa rencontre avec 59 chefs, cuisiniers et restaurateurs français. Ces professionnels s'y dévoilent sans phare, leur parcours bien sûr, leur carte, mais aussi leurs doutes et leurs espoirs. Alain Bauer est mon invité, il sera à mes côtés en plateau dans quelques instants. Et puis notre nouvelle recette qui cette semaine prend des allures de fête avec un produit d'exception. Le caviar, du caviar oui, mais made in France, rencontre avec l'un des représentants de la filière française de cet or noir, ce sera en seconde partie d'émission. Vous avez le menu, vous êtes prêts? Alors Smart Food, eh bien c'est parti. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes français des questions de sécurité, les questions de criminologie, professeur au CNAM, aux universités de Shanghai et de New York, conseiller de nombreux dirigeants politiques, de patrons, mais vous êtes aussi un amateur éclairé de grande cuisine. Alors vous avez déjà écrit des ouvrages sur les enjeux de la gastronomie, mais aujourd'hui, on vous découvre dans un exercice inédit, portrait confession. Vous avez cuisiné 59 chefs représentant le paysage gastronomique français, des entretiens que l'on découvre dans ce livre gargantuesque, Confession gastronomique, paru aux éditions Fayard. Alain Bauer, vous vous définissez comme un bon vivant. Est-ce que c'est pas étonnant de la part d'un criminologue ? D'abord, il n'y a pas de grande différence entre la criminologie et la gastronomie. Seul change le mode de cuisson. Et puis ensuite, non, pour vivre un univers difficile et douloureux, il faut toujours se réserver des petits espaces d'aération, de respiration. Alors, il y en a qui vont se promener dans la montagne, d'autres qui vivent avec leurs animaux domestiques, et moi, je vais dans les restaurants. Et là, ça vous nourrit au sens propre et figuré, finalement. Absolument. D'abord, il y a une vraie qualité dans l'exercice du produit, de l'accueil, de la création de ce qu'on vous fait manger, même si, comme tout le monde, on préfère toujours manger la même chose, mais les chefs et chefeuses, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension féminine et son évolution exceptionnelle dans le paysage gastronomique mondial et français, c'est la manière dont ils vous recuisinent quelque chose que vous connaissiez déjà d'une manière totalement différente. Vous le redécouvrez finalement. Et on le redécouvre et on trouve des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts. Et donc, il y a un vrai moment de détente, de petit bonheur partagé, effectivement, parce qu'en général, on n'y va pas tout seul. Non, mais justement, on va y revenir sur cette question. Mais d'où vous vient cette passion pour la gastronomie ? Alors, c'est mon père qui, en fait, me rémunérait par le restaurant en fonction de mes résultats scolaires. Ah. Voilà, donc dès que j'ai eu 15-16 ans, il a considéré... C'est motivant. C'est extrêmement motivant. Alors, d'abord, dans la cuisine de proximité plutôt lyonnaise, puisque la famille est de la Croix-Rousse. Et puis, ensuite, en élargissant... le cercle des options, et en fonction de l'évolution de la carrière scolaire, eh bien, ma carrière gastronomique a vécu en parallèle. Et ça m'a fait rencontrer beaucoup de chefs, alors parfois des chefs qui sont toujours là, des parents de chefs qui sont aujourd'hui des héritiers, des nouveaux chefs, des cuisiniers, des cuisinières, des restaurateurs, des restauratrices, bref... plein de gens, et jusqu'au confinement, je n'avais quasiment jamais ni petit déjeuner ni déjeuner chez moi, donc j'ai eu l'occasion d'en voir énormément, et puis de les retrouver au moment où on a dû parler cuisine, gastronomie, restaurant, rôle des chefs et après crise. Et pendant crise et après crise. Vous avez été inspecteur pour un guide gastronomique, racontez-nous, ça se passait comment ? En fait, comme je déjeunais beaucoup dans un restaurant, un jour, j'ai rencontré par le plus grand des hasards Marc de Champérard, qui dirigeait le guide Champérard, qui est lyonnais lui-même. Alors, il se trouve que tous les inspecteurs de guides se rencontrent, en fait. Tout le monde se connaît, c'est un univers très fermé, finalement. Pas très fermé, mais beaucoup plus perméable qu'on ne le croit. Et puis, nous avions un désaccord, enfin plein d'accords et un gros désaccord sur un sujet. Et donc, comme je n'étais pas d'accord avec lui, je lui ai exprimé. En plus, c'était quelqu'un de plutôt direct et même un peu brutal dans son expression. Donc, je lui ai répliqué à peu près sur le même niveau. Et il m'a dit, comme en général, personne ne me répond sur ce ton, ça serait bien qu'à partir de dorénavant, vous vous occupiez, on se vous voyait à l'époque, on s'est tutoyé ensuite, des restaurants dits 3 étoiles ou 4 points, ça s'appelait chez lui.
Et donc, j'ai commencé à faire ça. Voilà, mon premier était l'ancien restaurant de Guy Savoy. Voilà. Ma toute première visite. En substance, vous êtes avant tout amateur de bonne table, c'est ce que vous aimez. Pour autant, vous ne vous imaginez pas cuisiner. Vous nous l'avez dit pendant le confinement, finalement, c'est le moment où vous êtes retrouvé à petit déjeuner, dîner chez vous. Pour quelle raison vous pensez que chacun doit rester à sa place? Ah non, pas du tout. Quand on ne sait pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Donc, je me suis essayé à l'art de la cuisine. Vous avez essayé? Ah oui, mais j'ai essayé, mais voilà, je le fais 2 fois par an, le 24 décembre et le 31 décembre, dans un univers très, très bienveillant à mon égard, quoi que je fasse, qui nécessite énormément de place, beaucoup d'ustensiles, et donc de longues heures de préparation, et d'encore plus longues heures de nettoyage. Et donc j'ai compris qu'il valait mieux que j'aille manger chez les autres, plutôt que d'inviter les autres à manger chez moi. Et si on s'invite chez vous le réveillon de Noël, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, je n'ai pas encore choisi, mais j'y réfléchis. En général, il y a un produit plutôt foie gras. Je n'appartiens pas à la catégorie anti-foie gras, mais d'autant qu'on peut... Vous ne serez pas végane demain? Non. Je suis respectueux de ceux qu'ils sont. Et donc, pour moi, il y a toujours une offre qui permet à chacun de manger à sa faim ce qui lui convient. Donc, poisson ou viande, ni poisson ni viande, protéines ou pas protéines. Chacun y trouve son compte. Je suis pour la très grande diversité, mais je suis contre l'esprit sectaire. Et en termes de restaurant, vous êtes plutôt restaurant gastronomique, bistronomie, bistrot? Alors, pour moi, la gastronomie, c'est pas le luxe, c'est la qualité. Ce qui fait que dans la gastronomie, dans la gastronomie, on a du 0 étoile, du 1, du 2, du 3, ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis, moi, j'ai toujours considéré qu'on ne mangeait pas le décor. Ce que je mange, c'est l'assiette. Or, il se trouve que dans la catégorie des 3 étoiles, qui sont plutôt des macarons, enfin, on ne sait pas très bien ce que c'est, c'est des flocons, en fait, en réalité. Si on regarde bien la configuration de l'outil. En fait, la 3e, elle n'est pas seulement la nourriture, elle est beaucoup le décor, le décor, le service de table, etc. Sujets qui ont leur importance, je ne les mets pas en cause, mais qui sont pour moi beaucoup moins importants qu'un bon bistrot. Sympathique et évolutif, ça me paraît tout aussi important qu'un 3 étoiles, parce que quand je vais aux 3 étoiles, j'y vais pour autre chose que simplement la nourriture ou le rôle du chef. J'y vais pour un environnement général qui nécessite une mise en scène, un décor, voilà. Là, moi, je suis beaucoup plus modeste dans ma relation avec la gastronomie. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord ce qu'il y a dans l'assiette. Le reste vient après. On peut avoir une assiette de chef finalement chez soi. Il y a cette tendance de la livraison à domicile qui a explosé. Est-ce qu'on a finalement le même plaisir à la maison qu'à table dans un bon restaurant? Guy Savoy m'a dit un jour, bon, t'es gentil avec tes histoires de on mange pas le décor, mais enfin, ton truc en carton au 3e sous-sol avec des couverts en plastique, ça le fait pas. Je reconnais. Beaucoup moins en tout cas. Je reconnais, c'est vrai. Et de la même manière, le réchauffage est un art assez compliqué. Et en fait, les chefs ont donné des dimensions très différentes. Vous aviez simplement à réchauffer. Et ça, c'est vrai que le jour même, pas plus, parce qu'après, on perd beaucoup dans la saveur. Et il faut quand même transvaser du carton à autre chose. Il y a un travail. Yannick Aleno, par exemple, il vous faisait faire la cuisine chez vous. Tout était préparé, mais il fallait quand même un petit peu donner du temps. Donc là, il fallait prendre du temps, se remettre à cuisiner. Le résultat était pas mal du tout. Anne-Sophie Pic, par exemple, elle fait des verrines. Elle a cassé le processus carton. Et en fait, vous retrouvez un peu le cliquetis, le bruit, la sensation de ça n'est pas que de la livraison à domicile. Donc il y a plein d'options diverses. J'ai même des chefs qui ont dit oh là là, non, je viens, je te livre et je te le fais. La relation était un peu particulière, mais ils se sont dit non, on sait que ça ne va pas le faire. Donc voilà. Mais dans la réalité, aujourd'hui, beaucoup de produits de très bonne qualité sont livrables au quotidien à partir de 11h, 11h30 le matin. Il y a eu des progrès aussi. D'immenses progrès. Il y a beaucoup de dark kitchen. Alors, la dark kitchen me fait à peu près le même effet que le boulanger qui ne fait que réchauffer ses croissants ou le restaurant qui ne fait que de l'assemblage. Moi, je suis pour que les choses soient claires. J'ai rien contre les restaurants qui font de l'assemblage, mais il ne faut pas les appeler restaurants. Ou en tout cas, il faut expliquer ce qu'est le restaurant où le chef fait la cuisine par rapport au restaurant où un cuisinier réchauffe les plats. Et il y a un petit sujet là sur ce que va être la demande du consommateur.
qui non seulement va arrêter de regarder ce qui se passe dans les poubelles pour voir les emballages industriels en disant pourquoi je paye 40 € puisque lui, il le paye 4 et donc, je ne comprends pas ce que je viens faire là. Je pense qu'il va y avoir une demande très forte de la livraison à domicile, la qualité à domicile, la qualité au restaurant, mais chacun doit savoir où il est. Et chacun doit assumer ce qu'il fait. Donc les vrais boulangers, ils font leur croissant, ils font leur pain, et s'ils sont pâtissiers, ils font leur gâteau. S'ils ne les font pas, il faut le dire. La même chose pour les restaurants. C'est un devoir de transparence finalement. Oui, il faudrait labelliser et clarifier les choses. Le bio est labellisé. Alors, ce n'est pas toujours vraiment du bio, mais il y a une sorte d'effort vers le produit. Je pense que la qualité de la manière dont on fait la cuisine est aussi importante que la qualité de l'ingrédient et du produit dont on s'est servi. Pas pour interdire ça, parce qu'il y a des problématiques de prix, de tarifs, sans doute, mais qu'on le sache. Simplement pour une transparence, pour que le consommateur sache ce qu'il paye et pourquoi il le paye. Et qu'il comprenne pourquoi c'est plus cher quand un produit de qualité et bio est fait par un chef qui a cuisiné le matin et pas autre chose. Ils ont été transparents et très sincères, surtout. Ces chefs que vous avez rencontrés et qui incarnent aujourd'hui la gastronomie française, ces entretiens, vous les avez parfois menés à distance, parfois en présentiel, pendant la fermeture contrainte de leur établissement. Pourquoi vous êtes allé à leur rencontre à ce moment très particulier, une ambiance particulière, période d'incertitude, de doute aussi Est-ce qu'ils se seraient confiés aussi de la même manière dans un autre contexte ? Alors d'abord, il y a 2 livres dans le livre. Il y a une première partie qui est une histoire de la gastronomie, du restaurant et de la place des chefs, qui était le livre initial, qui était une vieille commande de mon éditeur et que j'avais mis de côté en disant je ferai ça quand je serai à la retraite ou quand j'aurai du temps. Voilà. Et puis, quelques jours avant le premier confinement, en allant déjeuner à Reims chez Arnaud Lallemand avec mon éditeur, Nicolas Dia, l'idée est venue de dire il faudrait faire mieux que ça. Parce que tout ça a été plus ou moins un peu fait, pas ensemble, mais il y avait des livres sur chacune de ces catégories prises parallèlement. Et je me suis dit, mais je ne vais pas faire un livre sur les chefs, je vais faire un livre avec les chefs. Et je n'avais pas du tout prévu de le faire en quelques mois, j'avais prévu de le faire en quelques années. Oui. En 2024, 2025, j'aurais fini. Puis le confinement est arrivé, ça a été un confinement long. Et je les ai eus au téléphone, parce que j'ai pris de leurs nouvelles, savoir comment ils allaient, comment ils survivaient dans cette période difficile, comment ils s'adaptaient, comment ils arrivaient à maintenir leurs équipes, s'ils faisaient à domicile, etc. Donc, et à ce moment-là, j'ai fait ma petite liste de tous ceux que je connaissais, de tous ceux que j'avais rencontrés alors qu'ils n'étaient pas chefs, dans des brigades, dans des équipes, mais qui étaient passés au statut de « je suis chez moi », certains qui venaient d'ouvrir et qui étaient donc doublement impactés, d'autres qui m'ont dit « ah mais il faudrait que tu appelles machin, tu l'as rencontré mais tu t'en souviens plus ». Et donc de fil en aiguille, j'ai eu ma liste, en fait il y en avait une dizaine de plus de chefs, et une dizaine qui n'a pas répondu du tout, qui n'a pas voulu répondre, ou qui s'est dit « non mais je peux pas ». C'est pas le moment. Je peux pas. Non, je peux pas. C'est ni le moment ni pas le moment. Je veux pas, je peux pas. Voilà. Et effectivement, on s'est trouvé dans cette relation d'un peu de confessionnal laïque, dans la mesure où eux-mêmes ont été surpris. Il y en a qui m'ont dit, mais je t'ai vraiment raconté tout ça parce que tout ce qui est écrit là, ils l'ont relu et c'était à leurs mains. Nous sommes 60 coproducteurs de ce livre. C'est pas moi et 59, c'est 60. Chacun a fait sa part. Vous et les chefs. Moi et les chefs, ou les chefs et moi, dans l'ordre que vous voulez. Et en fait, ils se sont laissés aller à raconter d'abord leur histoire. Et certains, d'ailleurs, avaient des histoires amusantes, puisque j'ai corrigé plein d'erreurs de type wikipédien. Vous savez, vous découvrez toujours des morceaux de votre vie que vous ne connaissiez pas avant de les dire. On s'aperçoit qu'on les connaît mal alors qu'ils sont largement médiatisés. Exactement. Et puis, il y a beaucoup d'erreurs sur leur histoire, leur carrière, ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai découvert plein de choses, y compris de chefs que je connais très, très bien. Donc, ils se sont un peu laissés aller. Ça les a soulagés, ça les a rassurés. Ils se sont sentis confortables. Ensuite, ils nous ont raconté comment ils ont évolué. Ce qui était très intéressant, c'est l'évolution à la fois de leur cuisine et de leur lieu d'exercice. Certains sont des héritiers qui ne voulaient pas hériter, d'autres sont des héritiers un peu contrariés. Certains ne voulaient pas faire ça, mais l'ont fait quand même. D'autres se sont affirmés autour du temps. Certains sont chez eux, d'autres travaillent chez les autres, propriétaires, pas propriétaires. Donc on a vu toute la diversité de la problématique et ensuite on a vu un peu leurs rêves, ce qu'ils aimeraient faire et la manière dont ils ont abordé la crise.
Alors certains dans le rêve que tout allait revenir comme avant et puis on allait surtout essayer de rien faire d'autre, d'autres imaginant qu'il fallait totalement tout changer, certains qui sont entre deux et c'est ce processus-là qui a été extrêmement intéressant et oui, il y en a même qui sont venus avec la nourriture chez moi en disant on va manger parce que je ne peux pas parler sans manger, on va manger. D'autres on l'a fait chez eux, certains la plupart du temps, notamment en province, vu les restrictions de déplacement qui sont rajoutées simplement à la fermeture des établissements. Et donc, on a eu cette relation à distance. Mais ensuite, on a eu une relation de relecture, puis de rajout, puis de correction. Et alors, ils n'ont rien censuré. Rien. Ils n'ont rien enlevé. J'en ai enlevé plus qu'eux, pour des raisons de cohérence de style, de longueur, parce que ça a duré entre 3 et 6 heures. J'ai des chefs qu'on n'arrêtait plus. Voilà. Donc, ils avaient besoin de se confier. Oui, j'ai mis un peu d'ordre, simplement, de stabilité de l'ensemble, mais c'est vraiment leur livre. Ils ne l'ont pas découvert en le recevant. Ils ont découvert mon introduction, parce que ça, c'est moi qui l'a fait, mais le reste c'est eux. Et ils ont découvert les autres. Et vous, quel regard vous portez sur la crise qui frappe depuis quelques mois maintenant le secteur de la restauration ? Mais je crois que la crise sanitaire, elle cachait une autre crise bien plus grave, qui est la crise ressources humaines. Oui, la crise des vocations. La crise sociale. C'est une crise des vocations et surtout un révélateur de la très mauvaise relation qui existait dans les cuisines et dans la salle chez beaucoup de maisons qui ont vécu avec brutalité leur apprentissage et qui pensaient que la reproduction de cette forme de brutalité, de oui chef, d'uniforme, de brigade, de militarisation de la cuisine et de la salle était la bonne solution. Et on voit bien qu'en perdant entre 3 et 500 000 emplois, l'hôtellerie-restauration a créé une crise immense. Et on voit les équipes qui ont résisté parce qu'elles sont bienveillantes, fraternelles, solidaires, soudées, avec des vraies coupures. Et ben oui, il faut que les gens aient du temps pour leur famille. Et oui, on n'est pas obligé d'ouvrir tout le temps. Et oui, on n'est pas obligé de faire des pauses de 30 minutes avec une journée qui commence à 5 heures et qui se finit à 2 heures du matin. Tout ça doit changer. Et puis ceux qui l'ont pris directement en disant « mais je fais comme avant ». Je ne l'ai pas vu arriver, je ne retrouve personne. Les gens, ils arrivent le lundi matin, le mardi, on ne les revoit plus parce qu'ils se sont rendus compte de la dureté et la pénibilité du moment. Ils ont découvert le temps, ils ont découvert la famille, ils ont découvert regarder un film, aller au cinéma, se faire livrer à la maison. Bien sûr. Et tout ça a créé une crise terrible. Et ils ont vraiment beaucoup de difficultés maintenant à rattraper ce retard de bienveillance et de construction d'équipes réelles, soudées. Voilà. Et la crise sanitaire est une crise qui est là. Elle va durer. D'ailleurs, on voit bien de variant en variant les problématiques qui vont se poser, les jauges, le masque, pas le masque, etc. Mais derrière cela, vraiment, le grand révélateur, c'est la transformation indispensable de ce qui a commencé à se faire sur le local ou le glocal, la qualité, le bio, la proximité. Et maintenant, au-delà de l'assiette, les équipes. Et cette crise-là, elle est plus longue, plus difficile, plus complexe à traiter. Elle est structurelle, il va falloir s'interroger, peut-être se réorganiser. C'est pas ça ? Ça y est, ils y sont au pied du mur. Donc, de toute façon, quand il n'y a personne, il n'y a personne. Et donc, refaire venir les gens, leur offrir de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, plus que le salaire même, la condition de travail, est quelque chose qui a pris une partie des chefs en disant on avait commencé, d'autres qui ont dit mais moi j'ai perdu personne dans mes équipes, d'ailleurs j'ai continué à les faire travailler pendant ce temps-là, on avait des réunions même si on n'était pas ouvert, on a fait des petites opérations même si on ne gagnait pas d'argent pour que tout le monde revienne au travail au moins une fois de temps en temps, on a fait des paniers pour la Saint-Valentin, on a fait des paniers pour Noël, quelque chose, et puis d'autres qui sont dans une phase de qu'est-ce que j'ai loupé et pourquoi je n'arrive plus à garder du monde. Est-ce que vous pensez que toutes les questions, tous les enjeux qui sont autour de l'alimentation actuellement, est-ce que la thématique alimentation doit être au cœur du débat présidentiel ? Elle devrait, mais comme d'habitude, elle n'y sera probablement pas, dans la mesure où on fait comme si. C'est-à-dire que ce qu'on a salué comme les premières lignes qui ont réussi à faire fonctionner le système envers et malgré tout, c'est-à-dire les personnels des supermarchés, les personnels hospitaliers, les personnels de sécurité, etc., les transporteurs, restent les gens les plus malheureux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme si c'était déjà réglé et qu'on passait à autre chose. Cette espèce d'idée
que 2-3 éléments sur les conséquences règlent les causes est une des malédictions nationales. Notre pays fonctionne avec un triptyque terrible qui est négation, minoration, éjection, ou en français courant, c'est pas vrai, c'est pas grave, et surtout c'est pas de ma faute, qui ne règle que très rarement les problèmes de fond. Et je crains que sur cette question de la qualité de l'agriculture, des capacités à renouvellement maintenir, aussi des générations. Oui, on en perd énormément. De la capacité à maintenir un outil moderne de maintien des garanties salariales, du renouvellement, de l'accès aux jeunes. La question de la souveraineté qualité alimentaire également, la concurrence internationale. C'est comme l'industrie. Alors la concurrence internationale, elle porte relativement peu sur le marché intérieur. Il se trouve que la France a beaucoup investi dans des marchés à l'export. Je pense, oublié, notamment la Russie qui... Et a oublié, là pour le bois par exemple, on le voit avec la Chine, etc., mais a oublié qu'elle avait un marché intérieur et que le marché intérieur, tout n'est pas toujours ouvert à tous les vents. Et cette idée d'hyper-libéralisation sans contrôle et sans règles est un des drames de la France, qui est un pays structurellement régalien par nature et qui s'est ouverte à l'Europe comme le pire des libéraux sans prendre aucune des mesures que les autres pays prennent d'habitude. Voilà, il y a une espèce je ne sais pas, de fétichisme ultralibéral qui est très étonnant dans un pays aussi colbertien que l'est la France. Et donc, c'est une génération qui est en train de réapprendre ce que sont que les règles de la souveraineté. Et la souveraineté alimentaire, c'est pas seulement produire ici, c'est bien produire, mieux produire, et avec des gens qui sont respectés et bien payés. Et tout ça a un prix qu'il faut savoir aussi payer pour être chez soi. Et il est peut-être l'heure de se pencher sur ces questions. Merci beaucoup Alain Bauer, professeur de criminologie et auteur de ce magnifique livre qui fera référence, j'en suis sûre, Confessions gastronomiques, paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup Alain Bauer. Restez avec nous. Cette semaine, notre nouvelle recette vaut de l'or. On va parler, oui, du caviar made in France. Restez avec nous. Nouvelle recette, c'est tout de suite, juste après ça. Beluga, Sevruga, Ossiètre, Baïri, je ne sais pas si je prononce correctement ces mots. Parfait. Difficile, en tout cas, merci d'imaginer que derrière ces noms qui sont différentes variétés, types de caviar, se cachent des pisciculteurs, des producteurs français. Vous travaillez pour l'un d'entre eux, Sébastien Perrochon. Bonjour à vous. Bonjour, enchanté. Vous êtes le directeur général adjoint de Caviar de Neuvic. C'est une maison de caviar implantée dans cette Dordogne gourmande. Caviar de Neuvic, producteur qui maîtrise l'intégralité des process d'élevage d'esturgeons et l'élaboration également du caviar. On va partir de la base. Le caviar, c'est quoi exactement ? Le caviar, c'est très simple. C'est des œufs d'esturgeon et du sel qu'on fait maturer dans des grosses boîtes de maturation. Et avec le temps et le sel, le goût va se développer et donner des saveurs extraordinaires. Alors, on dit que l'élevage d'esturgeon... C'est la règle française. C'est la règle, voilà. Parce qu'en Russie, tous les œufs de poisson sont caviar. Et c'est pour ça qu'on dit caviar rouge pour les œufs de saumon, par exemple. Mais en France, c'est très réglementé. C'est des œufs d'esturgeon et du sel. Voilà. Donc il faut bien regarder les étiquettes a priori. En France, non, c'est quand même assez bien, c'est bien expliqué. Il n'y a pas de malentendu. On dit que l'élevage d'esturgeons exige du temps, de la patience, de l'attention. Pour quelles raisons ? Parce que pour avoir les œufs, il faut élever les poissons au minimum entre 6 et 12 ans, voire 20-25 ans pour le beluga. Vous voyez, le baïri, c'est 6 à 10 ans, l'ossiette, c'est plutôt 10-12 ans, et le beluga, qui explique son prix aussi, c'est 3 fois plus cher, mais c'est 3 fois plus long à élever, c'est plutôt 20-25 ans. Ça demande du temps, donc c'est un investissement vraiment sur le long terme. Ça demande beaucoup de temps, parce que si on résume un peu le process, au départ, on fait naître nos alevins, on les élève pendant 2-3 ans sans connaître le sexe, ce qui est très rare, mais dans le caviar, les mâles, ça ne sert à rien. Donc ce sont des œufs, donc c'est la moitié du cheptel qui ne sert à rien, et à partir de 2-3 ans... Qui ne sert pas à rien, parce que vous revalorisez quand même l'intégralité de... On valorise 95% d'un esturgeon, donc avec les mâles, on fait de la chair, on vend à la restauration, mais on ne fait pas de caviar avec. Et donc les femelles, après, quand on connaît le sexe, on va les bichonner jusqu'à la fin, avec une nourriture bio, des espaces assez importants, les surveiller régulièrement pour essayer de faire le plus beau caviar possible. Quand la maison Caviar de Neuvic a démarré son activité, c'était, il me semble, en 2011. Absolument. Le monde du caviar est en plein bouleversement. Il y a cette interdiction d'export du caviar issu d'esturgeons sauvages. Ouais. Voilà, c'était depuis 2008, cette interdiction. Ça a donné vraiment un élan au marché français ? Ça a donné un élan à l'élevage déjà, au caviar d'élevage. Mais alors si on résume très vite... Ça existait avant 2008.
Ça l'élevage a en commencé France. dans les fins des années 2000, voilà, l'élevage. Mais si on résume très vite le marché du caviar, il y a eu 3 périodes. Il y a une période qui était avant le XXe siècle, où c'était une consommation locale avec une pêche locale autour de la mer Caspienne. Et c'était considéré comme un coproduit de l'esturgeon. Et donc, voilà, c'était pêché vraiment très localement. Et avec la révolution bolchevique, les Russes sont arrivés à Paris. Et c'est devenu un peu les épiciers du coin, mais ils ont ramené le caviar dans leur valise, si j'ose dire. Ils sont venus avec le caviar ou les esturgeons? Non, avec le caviar. Ils sont venus avec le caviar. Et c'était les années folles à Paris. Et là, ça s'est diffusé dans le monde entier. Et à force de pêcher dans la mer Caspienne, eh ben, on a commencé à épuiser la ressource naturelle. Et on s'est mis dans les années 80, 1980, à faire de l'élevage en France, sur la rivière où on est, nous, la rivière Lille. Oui. Et après, maintenant, c'est une consommation mondiale avec des piscicultures un petit peu dans le monde entier, on en trouve. Mais en France, on en fait déjà depuis les années 1920. C'était la maison Prunier Oui. qui avait commencé à faire du caviar, parce qu'effectivement, c'est les Russes. La légende dit une princesse russe. On pêchait déjà les esturgeons, mais on jetait les œufs. Et une princesse russe, ou plutôt un russe qui passait par là, a dit mais vous pouvez faire du caviar. Et c'est comme ça que la France, on était quand même précurseur aussi dans le caviar. Question néophyte, mais le caviar d'élevage, le caviar sauvage, est-ce qu'il y a une différence au goût? Non, pour moi, il n'y a pas une différence. Il y a un petit côté snob pour certains qui vous disent avant c'était mieux, c'était toujours mieux avant. C'est toujours mieux avant. Ce qui est vrai, c'est que le caviar d'élevage, au départ, quand on a commencé, c'était pas super. Mais maintenant, c'est des gens passionnés. Ça fait 30 ans qu'on fait du caviar en France. Ça fait plus de 30 ans. On maîtrise à peu près tous les paramètres. Et on arrive à faire des très jolis produits. La France produit 45 tonnes de caviar par an. C'est le 3e producteur d'esturgeons au monde derrière la Chine, l'Italie. On connaît assez peu, enfin j'ai l'impression que quand on pense caviar, on pense Iran, Russie, assez peu la France. Comment on peut expliquer cette méconnaissance de cette filière française ? Parce qu'au départ, c'est ce que je vous disais, c'était autour de la mer Caspienne. Et puis ces gens, les Russes et les Iraniens, ils ont plutôt tué des poissons, mais ils n'ont pas élevé. Et la France, on avait un organisme de recherche qui s'est dit, tiens, il y a une espèce en voie de disparition. Et on en avait dans nos rivières aussi. Et on s'est mis à chercher à élever des esturgeons. Et on avait cette culture du caviar en France, parce qu'on est le premier pays consommateur de caviar avec la Russie. Donc on a vraiment cette culture du caviar et donc on s'est mis les premiers à élever du caviar. On parle de produits d'exception, son prix est quand même assez élevé. Il y a beaucoup de travail derrière, c'est pour ça. Avec l'élevage, oui, beaucoup de travail, mais avec effectivement l'élevage, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour le caviar soit plus abordable ? Le caviar était beaucoup plus cher il y a quelques années. Avec l'élevage, il est devenu beaucoup plus raisonnable. Mais à un moment, il y aura toujours des prix planchers. Alors en tout cas en France, parce qu'on fait, nous, vous voyez, on élève, il faut du temps, on paye bien nos salariés, on nourrit bien nos esturgeons, mais de la nourriture bio. Il y a plein de choses. Cette gamme bio d'ailleurs que vous venez de lancer. Donc ça explique aussi le prix du caviar et qui sera, il y a quand même un moment, on ne pourra pas descendre en dessous. Mais il y a d'autres pays avec des coûts de production inférieurs. Mais aussi, oui, la Chine, par exemple, la Chine, la concurrence est très rude. Est-ce qu'on doit inciter les chefs vraiment à servir du caviar français sur leur table ? Si vous pensez que les poissons étaient élevés dans des eaux pures, avec une bonne nourriture, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais pour ma part, je ne vais pas trop parler des Chinois, mais on fait du très beau caviar en France avec des gens passionnés. Donc déjà, acheter du caviar français. Si c'est du Novix, c'est un peu mieux. Mais voilà. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Avant de nous quitter, un petit conseil dégustation. Plutôt petite cuillère en nacre, je précise. Jamais en métal. Ou intégré comme un ingrédient dans une recette qui devient d'exception. Les deux, en fait. Moi, j'aime ça de toutes ces formes. Donc, c'est très bien à l'apéritif. Acheter plusieurs boîtes. Avec un peu de champagne ou de vodka ou un vin blanc sec. Et sinon, sur les plats, ça se marie un petit peu comme la truffe. Ça se marie bien avec les œufs, des œufs brouillés au caviar ou un œuf coq avec du caviar, c'est super. Avec les pommes de terre, un écrasé de pommes de terre au caviar, avec les pâtes, le risotto. Et voir la viande. Moi, j'aime beaucoup le tartare de veau ou de bœuf. De veau, j'ai vu. Très peu assaisonné, avec toujours quand même beaucoup de caviar. Il faut pas lésiner. Non, du tout. Merci beaucoup Sébastien Perrochon. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Caviar de Novix. Je vous remercie et je vous souhaite aussi bon courage parce que les commandes explosent là. Et manger du caviar. Bien sûr. Osez le caviar français. Osez le caviar. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver en 2022 pour une nouvelle formule de Smart Food, un rendez-vous qui sera désormais quotidien pour ne pas rater une miette de l'actualité food, des tendances, des innovations, des personnalités qui font l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite sur Bismart.